Bonjour à tous, nous voilà pour le chapitre 12, le contrôle qualité par dosage. Donc dans ce chapitre, je vais vous le proposer sur deux parties parce que c'est un peu long. Donc on va d'abord voir la définition de dosage d'une façon générale, ensuite un dosage que vous connaissez déjà, le dosage par étalonnage, la technique de dosage par titrage direct d'une façon un peu générale. Et ensuite, je prendrai les cas qu'on a vus ensemble, donc titrage pH métrique, colorimétrique et conductimétrique. Donc conductimétrique que je laisserai dans une deuxième partie parce que c'est un peu long. Voilà, pour éviter de surcharger un petit peu cette partie-là. Donc sur la contrôle qualité par dosage, le dosage, une définition déjà de dosage, mais que je vous ai déjà mis dans certaines activités. Donc le fait de réaliser un dosage c'est déterminer une concentration, une quantité de matière d'une espèce chimique dissoute en solution qu'on ne connaît pas. Donc soit on ne la connaît pas, soit on la connaît et on vérifie cette valeur, ce qui s'appelle un contrôle qualité. En termes d'application, du coup, on peut retrouver ça dans le domaine de la santé, l'environnement, de façon générale dans le domaine du contrôle qualité. Donc dosage, c'est rechercher la concentration inconnue ou d'une concentration connue qu'on cherche à vérifier. Alors, en termes de dosage, il en existe un premier que vous avez déjà fait en première, peut-être même en seconde pour certains, un dosage par étalonnage. Alors un dosage par étalonnage, le principe consiste à déterminer toujours la concentration d'une espèce en solution, principe général d'un dosage, cette fois-ci en comparant une grandeur physique, exemple absorbance, conductivité, conductance, à la même grandeur physique mesurée pour des solutions étalons. Alors je reviendrai plus tard sur la définition de conductivité, conductance, j'en parlerai juste après. Mais voilà, savoir que c'est des grandeurs physiques au même titre que l'absorbance qui peuvent être mesurées pour une solution. Et donc là, l'intérêt, c'est de réaliser des solutions étalons, c'est-à-dire de solutions d'espèces chimiques, de l'espèce chimique de concentration connue. Alors on essaie toujours d'en créer un maximum et de mesurer un paramètre physique de ces solutions de concentration connue et ensuite de mesurer la concentration, le paramètre physique de la solution inconnue. Par exemple, l'absorbance que vous avez déjà utilisée en première est proportionnelle à la concentration en soluté, justement. Donc là, on a les croix noires représentent des couples de points de solution étalon, donc concentration et absorbance correspondantes. Et en bleu, on mesure l'absorbance de la solution de concentration inconnue et je recherche du coup, alors si je prends les termes mathématiques, l'antécédent, la concentration du soluté recherché dans l'espèce, dans la solution de concentration inconnue. Le même principe peut être réalisé avec ce qu'on appelle une conductivité, qui, pour vous le dire déjà maintenant, qui vous donne une indication sur la capacité qu'a une solution à conduire le courant électrique. Donc vous allez comprendre que du coup c'est lié aux ions présents dans la solution. Elle est aussi proportionnelle à la concentration. On retrouverait le même type de droite et la même technique de dosage. Donc dosage par étalonnage. Ensuite, en prenant un peu plus en détail, l'absorbance, donc du coup on a vu qu'elle était proportionnelle à la concentration en soluté. Je ne m'étale pas plus là-dessus puisqu'on l'a déjà revu cette année, vous l'avez vu l'année dernière. Mais par contre, je vais passer plutôt un petit peu plus longuement sur la suite. Donc ici, donc loi de Berlambert pour l'absorbance, que vous connaissez. Et puis sur la conductivité, on parlera de la loi de Kohlrausch. Donc ici, la conductivité d'une solution diluée d'une espèce chimique, elle contenant des ions dissous en solution, est proportionnelle à leur concentration. Donc une conductivité donc s'écrit avec une lettre grecque, donc sigma, qui, dans une solution qui contient des ions, et uniquement des ions, la conductivité est liée à la capacité à la solution à conduire le courant électrique. Vous savez qu'en solution, ce ne sont que des ions qui sont capables de créer ce déplacement de charge et donc ce courant électrique. Donc ici, ce sera la somme de lambda I fois la concentration de l'espèce chimique
Alors, je vous explique, donc nous sommes sur I. Donc ici, on retrouve la concentration de l'ion, donc de l'espèce chimique. Et ici, ce lambda, c'est ce qui s'appelle une conductivité molaire ionique. C'est une propriété, si vous voulez, de chaque ion. Voilà, c'est sa capacité intrinsèque, sans tenir compte de sa concentration. Donc c'est une capacité intrinsèque. Ici, en termes donc d'unité, donc on va avoir la conductivité qui va s'exprimer en Siemens par mètre. Ensuite, la conductivité molaire ionique, qui est notée lambda, sera en Siemens mètre carré mol moins 1. Et la concentration de l'espèce chimique sera en mol par mètre cube. Alors j'aurais pu, vous allez trouver d'ailleurs dans certains exercices, des fois la concentration donnée en mol par litre, comme vous avez l'habitude. Ce qui va du coup changer, ce qui va changer, c'est les unités du coup de la conductivité molaire ionique et de la conductivité. Donc par exemple, je vais vous les mettre d'une autre couleur. On peut aussi donner par exemple la conductivité en Siemens par mètre, mais une conductivité molaire ionique en Siemens fois des litres par des mètres par des moles. Et donc, vous vous retrouvez avec une concentration en espèces chimiques en mol par litre, comme vous avez l'habitude de voir. Voilà, ça modifie un petit peu les unités, hein, mais la signification reste la même. C'est simplement le passage des litres au mètre cube qui crée ces modifications d'unité. Donc voilà, donc formule à connaître. Ici, sur la conductivité, elle est bien sûr proportionnelle, comme vous pouvez le voir, à la concentration de l'électrolyte, et elle va dépendre de l'électrolyte lui-même, donc de sa capacité intrinsèque à conduire le courant électrique. Cette conductivité, on ne le voit pas dans la formule, mais elle dépend aussi de la température. Donc quand vous mesurez une conductivité, il faudra faire attention aux variations de température. Donc une mesure de conductivité à 22 degrés n'aura pas la même valeur à 29 degrés. Donc si vous recherchez dans des tables, puisqu'on connaît des conductivités molaires ioniques des ions, elles seront données toujours à une température fixe. Voilà pour la conductivité. Alors parfois on utilise aussi ce qu'on appelle la conductance. Alors je ne rentre pas trop dans les détails parce que ça mériterait vraiment un chapitre très complet, mais on utilise souvent la conductance aussi, qui est proportionnelle à la conductivité. La petite particularité de la conductance, c'est qu'elle va dépendre de la surface et de la distance entre les deux plaques qui mesurent la conductivité et la conductance. Et donc justement, je vais vous montrer une photo d'une cellule conductimétrique. Donc voilà à quoi ressemble une cellule conductimétrique. Donc d'ailleurs, vous remarquez que ça ressemble énormément à une sonde pH métrique, hein. Maintenant, le principe de fonctionnement n'est pas le même. Donc vous avez deux plaques ici qui font face l'une à l'autre, que vous plongez dans la solution, qui vont permettre de mesurer la conductivité de la solution entre ces deux plaques. Et donc la particularité de cette conductance, elle va dépendre de la surface des électrodes, ces deux plaques qu'on appelle électrodes, et de la distance que vous avez entre les deux électrodes. Donc une mesure de conductance, si vous mesurez la conductance d'une solution A, que vous changez de sonde d'une autre marque, vous pouvez avoir une valeur différente si les électrodes ne sont pas identiques. Et elle dépend bien évidemment, la conductance du coup, de la conductivité, et donc la conductance dépend aussi de la concentration de l'espèce chimique, de la conductivité de l'espèce chimique forcément, puisque G dépend de sigma. Donc voilà la petite particularité pour la conductance. Nous, dans les réactions de titrage et le suivi des titrages par conductimétrie, on pourra utiliser l'un comme l'autre, il n'y a aucun problème.
D'ailleurs, dans l'activité que vous ferez sur cette partie-là, on mesurera la conductivité. Donc voilà en ce qui concerne le dosage par étalonnage. Donc je vous rappelle, on mesure une grandeur physique de différentes solutions étalons qu'on compare à la même grandeur physique pour notre solution de concentration inconnue. Donc on connaît la loi de Beer-Lambert, donc l'absorbance proportionnelle à la concentration, et on a aussi loi de Kohlrausch qui vous donne la conductivité d'une solution, donc qui dépend des ions en solution, de leur conductivité propre et de leur concentration, ou conductance, qui elle dépend aussi de la surface et de la distance entre les deux électrodes. Ensuite, pour la suite, donc on part sur le fameux dosage par titrage. Alors j'insiste sur direct, parce qu'il existe aussi des techniques de titrage indirect que vous verrez bien plus tard. Alors en termes de définition, un dosage par titrage direct est une technique de dosage mettant en jeu une réaction chimique. Et là, la différence, elle est flagrante avec le dosage par étalonnage. Le dosage par étalonnage, c'est une technique qui est non destructive de votre échantillon. Donc là, le petit avantage de la technique par dosage, c'est que vous pouvez recommencer votre dosage par étalonnage si vous pensez qu'il y a une erreur de manipulation ou des choses comme ça. Là, la technique de dosage par titrage est une méthode par destruction, donc il va y avoir une réaction chimique, donc des produits, des réactifs, et il faut absolument que votre réaction, donc propriété de la réaction de titrage, il faut qu'elle soit quantitative, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit totale, donc il ne faut pas atteindre un état d'équilibre, il faut que la réaction soit totale, rapide, donc très rapidement il faut qu'on atteigne cet état maximal, et unique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit parasitée par d'autres réactions chimiques. L'intérêt, c'est que si vous cherchez la concentration d'une espèce A en solution, que vous la faites réagir avec une espèce B pour réaliser votre titrage, bien si dans votre bécher il y a une espèce C présente qui est capable de réagir avec l'espèce A, c'est-à-dire que vous, quand vous allez réaliser votre dosage grâce à l'espèce B, finalement vous n'allez pas consommer la totalité de l'espèce A puisqu'une partie va être consommée par C et ça vous ne le saurez pas. Vous ne pourrez pas le quantifier. Donc il faut absolument que cette réaction chimique soit unique. Alors en termes d'équivalence, parce que lors d'un titrage, c'est surtout un moment bien précis du dosage qui est l'équivalence. L'équivalence est un point particulier où vous allez verser l'espèce titrante dans les proportions stoichiométriques avec l'espèce titrée. Alors je vous explique ça un peu plus clairement avec un schéma. Donc sur ce schéma, hop, quand voilà, donc je vous rappellerai très rapidement le matériel d'un dosage par titrage. Donc le support pour la burette, notre burette, un bécher, le barreau aimanté que vous voyez ici, qu'on appelle aussi turbulent, l'agitateur magnétique, et puis notre dosage dans l'activité numéro 1, on a suivi le dosage avec un relevé de pH pendant ce titrage. Donc ma sonde pH métrique et le pH mètre. Donc ici, l'espèce, en règle générale, l'espèce titrante sera placée dans la burette et l'espèce titrée, dont on cherche la concentration, sera placée dans le bécher. Donc ça, c'est d'une façon un petit peu générale. C'est-à-dire qu'on va appeler l'espèce titrante B, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'espèce titrée A, et on a au premier versement de l'espèce titrante une réaction chimique où l'espèce B va réagir avec l'espèce A pour donner par exemple une espèce C. Alors on va faire comme si on devait équilibrer, donc avec des coefficients stoichiométriques. Et voilà l'équation de réaction support du titrage. Donc équation de réaction, support du titrage. Donc là, ici, pour repérer
l'équivalence, un moyen très simple, c'est de se dire, comme je l'ai donné dans la définition, l'équivalence est atteinte lorsqu'on a réalisé un mélange stoichiométrique du réactif titrant et réactif titré. Ce qui veut dire que la quantité initiale de B sur son coefficient stoichiométrique doit être égale à la quantité initiale de A sur son coefficient stoichiométrique. Alors d'où je sors ça? Eh bien, il suffit juste d'écrire, si vous voulez faire un tableau d'avancement, il suffit juste d'écrire Xmax, finalement, dans les deux cas. C'est-à-dire que l'avancement final doit être le même pour B et pour A, qui doit être égal à 0, puisqu'ils ont été entièrement consommés à l'équivalence. Donc là, je le précise bien, hein, c'est à l'équivalence. Point particulier de notre dosage. Et ça va vous permettre, du coup, de connaître la concentration de l'espèce A qui est inconnue, puisque vous connaissez la concentration de l'espèce B, la solution titrante, et le volume que vous aurez versé à l'équivalence. Et donc vous avez une relation qui va vous permettre de déterminer la concentration inconnue. Ce qui veut dire que avant l'équivalence, donc avant l'équivalence, vous allez verser quelques gouttes de B, on va dire 1 millilitre, qui vont réagir avec A. La quantité de B sera entièrement transformée. Pourtant, dans votre bécher, il restera encore l'espèce chimique A. Ce qui veut dire qu'avant l'équivalence, B est le réactif limitant. À l'équivalence, on vient de le faire. Après l'équivalence, toute l'espèce chimique A a été consommée. Toute l'espèce chimique A a été consommée. Et vous continuez à verser l'espèce chimique B dans le bécher, ce qui veut dire que finalement, c'est A qui est le réactif limitant après l'équivalence. Donc ça, je voulais résumer sur un autre schéma. Donc là, je l'ai fait avec vous en exemple, et il revient ici sur cette petite photo que normalement vous pouvez retrouver dans votre livre, et je peux éventuellement vous l'envoyer directement. Donc c'est l'exemple que je viens de vous indiquer, et la ligne en plus qui vous donne du coup la relation entre la concentration de l'espèce A inconnue et les concentrations de B, le volume équivalent, et le volume de l'espèce A que vous avez mis dans votre bécher que vous connaissez, et les nombres stoichiométriques que vous connaissez. Et donc, vous réalisez ainsi un titrage direct. Alors, du coup, un des exemples que nous avons fait dans l'activité, c'est un suivi. C'est un titrage pH métrique. On va commencer par celui-là. Ensuite, on verra le colorimétrique, qui était l'activité 1B, et conductimétrique, qui est l'activité numéro 2. Numéro 2B d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Donc, sur le titrage pH métrique, le suivi. Donc à chaque ajout de solution titrante, vous allez mesurer la valeur du pH. Donc par exemple ici, l'exemple que je vous mets, c'est un titrage pH métrique d'un acide ou d'une solution acide par une base. Et je vais même préciser un acide fort, un acide faible, pardon, par une base forte. Si vous voulez que la réaction, alors j'explique pourquoi juste après, comment j'ai réussi à savoir que c'était un acide faible et une base forte. Il faut savoir que, on a vu tout à l'heure, la réaction doit être totale. Si vous voulez que la réaction soit totale, qu'il n'y ait pas d'équilibre chimique, il faut forcément faire réagir un acide faible avec une base forte, ou un acide fort avec une base forte, ou un acide fort avec une base faible. Il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui soit fort pour que la réaction soit totale. Je ne rentre pas trop dans les détails, parce que ça mériterait encore un chapitre différent. Donc là, si je réalise le dosage d'une solution d'acide faible par une base forte, j'obtiendrai ce genre de courbe. Donc ici, la courbe rouge représente le pH à chaque ajout de volume de solution titrante, de l'espèce B. Donc si je reprends mon schéma, je verse une certaine quantité et un certain volume de la solution titrante B, et je mesure le pH à chaque ajout.
J'obtiens donc la courbe rouge. Et vous remarquez qu'il y a un brusque saut de pH, une brusque variation de pH à cet endroit. Ben justement, cette zone-là va vous permettre de déterminer le pH à l'équivalence et le volume à l'équivalence qui nous intéresse ici. Alors, deux méthodes pour déterminer le pH et le volume à l'équivalent, les coordonnées du point à l'équivalence. Première méthode, c'est la méthode des tangentes. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais vous la réexpliquer ici. Donc on trace, on remarque qu'en fait, ce point équivalent, il est entouré, on va dire, de deux courbures particulières de la courbe. Une courbure dans un sens et une courbure dans l'autre. En maths, ça s'appelle un point d'inflexion, ce point E. Il est entouré de deux courbures opposées. Donc ça s'appelle un point d'inflexion. Donc vous allez d'abord tracer une droite numéro 1. Alors on peut très bien tracer, là je l'ai noté numéro 1, celle-ci, mais on peut très bien tracer celle-ci, c'est pas un souci, à un endroit au niveau de la courbure. Donc ici, on trace une première droite. Ensuite, on va tracer une droite parallèle à celle-ci, à l'autre courbure, englobant le point E. Et donc, c'est la droite numéro 2. Une fois que vous avez réalisé ça, vous tracez une droite qui est donc perpendiculaire à la droite 1 et 2. C'est donc cette droite que je vais faire d'une autre couleur. Donc cette droite verte, on va l'appeler la numéro 3. Et ensuite, il suffit de tracer la médiatrice de la droite numéro 3, qui est la droite numéro 4. On a laissé le code, je vous ai laissé le code mathématique, pour bien montrer que c'est la médiatrice. Et cette droite numéro 4 va couper la courbe de votre titrage au point E. Et ça va vous permettre de déterminer les coordonnées du point E, volume équivalent, et pH à l'équivalence. Même si on n'utilise pas trop le pH à l'équivalence en terminale, mais vous avez le volume à l'équivalence qui vous intéresse. Autre méthode, si vous disposez d'un outil numérique, c'est de tracer la dérivée de cette fameuse courbe du pH en fonction du volume de solution titrante versée. Comme il y a une brusque variation de courbure, vous allez avoir une dérivée qui va présenter un pic justement au point d'inflexion E qui vous intéresse. Donc là, sur l'outil numérique, on prend notre réticule, on se place au maximum de la dérivée et on lit les coordonnées, la coordonnée VE. Donc voilà, ça c'est la deuxième méthode. Ensuite, je vais quand même vous faire deux petits points qui ne sont pas forcément au programme, mais c'est un moyen de reconnaître et de savoir un peu si vous n'êtes pas trompé. C'est pour ça que je vais vous expliquer comment j'ai trouvé que c'était un acide faible sur cet exemple alors qu'il n'y a rien écrit. Je vais vous montrer justement deux courbes. Alors, l'une est le dosage d'un acide faible et l'autre est le dosage d'un acide fort. Il y a quelques petites différences que vous pouvez retrouver. Ici, nous sommes en présence de l'acide faible et ici, en présence de l'acide fort qui a été dosé. Alors, je sais que c'est acide, pourquoi? Parce que ma sonde est dans mon bécher, je vous reprends le schéma, je n'ai pas encore versé de solution titrante, donc je n'ai pas encore versé de solution titrante, je suis donc à V égale 0, j'ai un pH qui est inférieur à 7, donc je suis bien en présence d'une solution titrée qui est acide. Première chose déjà. Ensuite, en termes de faible ou fort, vous remarquez, alors dans les deux cas, il y a un saut de pH. Alors on pourrait commenter aussi le saut de pH, qui est légèrement plus faible pour l'acide faible que pour l'acide fort. Ça c'est une première petite remarque, mais comme ça dépend aussi de la concentration de l'acide faible, le saut de pH peut être aussi grand que celui-là si l'acide faible est très concentré. Donc voilà, c'est pas ce point-là qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est que ici, vous avez une légère courbure au début et une courbure ici dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un autre point d'inflexion. Alors que ici, vous avez quasiment une droite. D'ailleurs, on pourrait presque la modéliser par une droite. Et donc ici, c'est synonyme
de la présence d'un acide fort et donc là d'un acide faible. Voilà, premier point qu'on peut repérer comme différence. Deuxième point, à l'équivalence, pour un acide fort, le dosage d'un acide fort ou d'une base forte, tout ce que je dis en termes d'acide fort ou base fort, ou acide fort, peut se retranscrire sur la courbe du dosage d'une base forte ou faible. Ici, je retrouve à l'équivalence un pH de 7 lorsqu'on dose un acide fort. Pourquoi? Parce que lorsque l'on dose un acide fort, donc il est donc totalement dissocié dans notre bécher, donc il n'y a présent que du OH3O+, peu importe l'acide, s'il est fort, que l'on dose par une base, prenons l'exemple d'une base forte, la soude, contient des ions H-, on va avoir la formation de 2 molécules d'eau. Ce qui veut dire qu'à l'équivalence, comme les espèces chimiques réactifs ont été entièrement consommées, à l'équivalence, je me retrouve finalement avec une solution qui contient uniquement de l'eau. Et donc j'obtiens un pH proche de 7 à l'équivalence pour le dosage d'un acide fort ou d'une base forte. Dans le cas d'un dosage d'un acide faible, je me retrouve à un pH qui est légèrement supérieur à 7 à l'équivalence. Et inversement, si je dose une base forte, j'aurai un pH légèrement inférieur à 7. Je vous explique là par contre pas le détail, parce que c'est un peu compliqué. Ça mériterait encore un chapitre un peu plus compliqué sur les acides bases. Donc vous pouvez retenir juste ça, vous verrez l'année prochaine le pourquoi du comment. Ça nécessite de résoudre des petites équations du second degré, voire plus dans cette partie-là. Donc retenez juste ça. Deux points d'inflexion quand j'ai un acide faible, un ici et un ici. Donc la petite courbure du début qui vous montre que c'est un acide faible. L'acide fort n'en a pas. J'ai un pH de 7 à l'équivalence quand l'espèce titrante est forte, base ou acide, et légèrement supérieur à 7 quand c'est un acide faible que je titre, et légèrement inférieur à 7 quand c'est une base faible. Donc voilà pour le titrage pH métrique. Un autre moyen, c'est le titrage colorimétrique. Alors soit une espèce des réactifs titrés ou titrantes est colorée, et dans ce cas, ça va vous permettre de suivre la disparition de l'espèce chimique, soit on peut rajouter, comme on l'a fait dans l'activité 1B, un indicateur coloré de fin de réaction qui va vous permettre de repérer l'équivalence grâce à un changement de couleur justement de cet indicateur coloré. Donc je vous laisse reprendre un petit peu l'activité 1B où je l'ai un peu plus détaillé et je vous ai même montré quelques exemples d'indicateurs colorés. Alors un indicateur coloré est justement acido-basique, comme nous on l'a utilisé, puisqu'on était sur des réactions acido-basiques. On utilise le choix de l'indicateur coloré et fonction de ce qu'on appelle sa zone de virage, donc c'est la zone de pH où il va y avoir ce changement de couleur, elle doit bien évidemment contenir la valeur du pH à l'équivalence. Alors quand on ne connaît pas ce volume à l'équivalence, et donc la zone de virage du pH, et ben on fait un premier dosage un peu grossier, un peu rapide, pour visualiser à peu près la zone de virage, et puis après on en fait un beaucoup plus précis. Voilà pour les différents types de titrage. Il nous restera le titrage conductimétrique qui est un petit peu long, et donc je laisse ça dans une deuxième partie.